Le fil d'Ariane de tes romans, c'est la large part de vérité qu'ils contiennent. Quelle est ton intention en faisant ça? Témoignage ou dénonciation? La limite entre le témoignage et la dénonciation, elle est très ténue. Il y a une partie d'implication dans la dénonciation qu'il n'y a peut-être pas dans le témoignage. Dans mes premiers romans, Code 93, Territoire et sur tension, il y avait ce sentiment de dénonciation. Pourquoi? Parce que j'avais peut-être aussi un petit peu l'orgueil de penser que j'avais les réponses aux problèmes que je posais. Dans Code 93, les trafics des chiffres de la criminalité. Dans Territoire, les collusions entre politiques et délinquants. Et dans Surtension, l'état de la justice et des prisons. J'avais l'impression de pouvoir apporter quelque chose, ma pierre à l'édifice, d'avoir des solutions, peut-être pas les bonnes, mais enfin, de pouvoir en parler avec quelqu'un, de pouvoir avoir une conversation construite sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la situation change. Dans Entre deux mondes, c'est un livre qui est plus fort que moi. C'est une histoire qui me dépasse complètement. Et peut-être pour la première fois, c'est un sujet que j'aborde avec la certitude de ne pas avoir les réponses. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis considéré comme un œil, comme une caméra, et je me suis posé. Je me suis posé dans la jungle, et j'ai laissé faire. J'ai pas posé de questions, parce que si je pose des questions, je vais influencer la réponse. Donc je me suis posé comme une caméra, et j'ai laissé les gens venir me parler, j'ai laissé les migrants venir me parler et me raconter leurs histoires. Mais parce que j'avais pas non plus les solutions, ça m'a pas suffi, j'ai fait la même chose chez les policiers de Calais. Et comme j'avais pas non plus les réponses, j'ai fait la même chose dans la ville de Calais. Et j'ai laissé les gens me parler, et en fin de compte, c'est un état des lieux. Donc pour le coup, ce livre-là est plus du ressort du témoignage que du ressort de la dénonciation, même si effectivement à l'intérieur il y a de la dénonciation. Ça reste un témoignage parce qu'en fin de compte, je vais donner les éléments, je vais donner les instruments de compréhension, je vais donner les manières d'aborder ce problème. Et après, c'est au lecteur de prendre ces informations et de devenir, lui, militant ou pas, de devenir intéressé ou pas, de souffrir ou pas avec ces migrants, mais il a aussi la possibilité de ne considérer ce livre que comme un roman policier et de le fermer et de se dire, et maintenant je passe à un autre roman policier. C'est pas un livre professoral, c'est pas un livre où je demande aux gens de prendre parti, c'est pas un livre dans lequel on doit obligatoirement s'impliquer. C'est un livre, vous le prenez comme il est, c'est soit un polar, soit un témoignage, c'est un peu des deux, mais c'est plus un livre qui pose des questions plutôt qu'un livre qui dénonce. Comment t'est venue l'idée de traiter ce sujet-là? Se décider un jour d'écrire un livre qui se passe dans la jungle de Calais, qui parle des migrants et du mouvement migratoire, il peut y avoir chez le potentiel lecteur un effet, je ne vais pas dire de répulsion, mais un effet j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de regarder ça. Et parce que j'ai eu ce même effet-là, en fin de compte, moi aussi, je me suis dit, c'est peut-être le sujet dont il faut parler. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il me touche de plusieurs manières. La première, c'est que mon grand-père a été un migrant. Et que maintenant, les Noreks sont en France depuis quelques années, et que je suis petit-fils de migrant. Et que je suis la preuve exacte que la migration peut être aussi un enrichissement. Et tous les sociologues et tous les économistes vous diront la même chose. Le mélange des populations est une richesse. Une richesse culturelle, mais aussi une richesse, ça apporte économiquement, c'est intéressant aussi pour un pays. Mon grand-père, migrant, il a eu un fils qui est devenu énarque. C'est pas rien, énarque, il a fait l'ENA, et il a eu des jobs dans lesquels il avait des postes de dirigeants au niveau national. Et cet énarque a fait un autre enfant, moi, et je suis devenu officier de police. Et j'ai protégé la France pendant 18 ans. À mes risques et périls, comme tous les policiers. Sans héroïsme, hein, c'est comme tous les policiers, à mes risques et périls. Voilà ce que peut donner aussi la migration. L'accueil des autres. Et puis aussi, il y a ce côté aussi d'écrivain de polar. En tant qu'ancien humanitaire, j'ai bossé en ex-Yougoslavie, j'ai vu des camps de populations déplacées. Là, j'ai vu le camp de la jungle de Calais, qui est cette fois-ci un camp de réfugiés. Et je savais en tant que flic qu'on ne pouvait pas enquêter dans un camp de réfugiés. C'est impossible. Parce que les 5 bases de l'enquête policière, c'est quoi? C'est le témoignage, l'ADN, les empreintes digitales, et les réseaux sociaux avec donc Internet et la téléphonie. Et ça, on peut pas, il n'y a pas ces techniques-là dans la jungle de Calais. Ce qui fait que je me suis lancé comme défi, en plus d'utiliser un sujet qui était assez épidermique, assez sensible,
je me suis lancé le défi d'inventer une enquête de police dans le seul endroit en France où il est impossible d'enquêter. Donc voilà, c'est un livre à plusieurs défis pour moi. Et donc mon but c'était, pour réussir à tout ça, en fait, de créer des personnages tellement humains, tellement, au niveau des sentiments, tellement puissants, qu'on allait en oublier la jungle de Calais, qu'on allait en oublier presque l'enquête de police, et que c'est d'abord un bouquin qui parle à votre cœur avant d'être un bouquin qui parle à votre cerveau, j'ai envie de dire, que c'est d'abord un bouquin quasiment animal. Pourquoi en parler maintenant qu'elle est démantelée? Tu n'as pas l'impression d'arriver comme la cavalerie quand tout est fini? C'est généralement ce qu'on dit aux flics et aux gendarmes aussi, qu'on arrive quand tout est fini. C'est toi qui dis que tout est fini, moi je dis que tout commence. Il y a eu le démantèlement de la jungle de Calais et il y a eu aussi l'incendie de Grande-Synthe. Et par un coup de baguette magique qu'on a appelé les centres d'accueil et d'orientation, il paraît que tous ces migrants ont été recasés. Il paraît, hein, je dis il paraît, pas parce que je suis complotiste, je dis il paraît parce que bizarrement, on n'en entend absolument plus parler de ces centres d'accueil et d'orientation qui étaient la solution d'intégration des migrants. On n'entend absolument plus parler alors que tous les sujets font l'objet d'un papier, d'un article ou d'un reportage. Là, les centres d'accueil et d'orientation, rien. Et on le voit d'ailleurs dans toutes les villes. Toulouse, Marseille, Paris, on voit des mini-camps, des mini-jungles se former de 100, 200, parfois 1 millier de migrants. Il n'y a rien qui disparaît, c'est juste qu'ils sont déplacés. C'est juste qu'ils sont soustraits, j'ai l'impression, à l'œil des caméras. Et puis tu dis que c'est fini. Moi j'ai l'impression aussi qu'on est juste sur une répétition, comme un filage général, comme au théâtre. Parce que là on parle de 10, 20, 30 000 migrants qui sont en France. Dans 10 ou 20 ans, il y aura des migrations climatiques. Et là, ce seront des dizaines de millions de personnes qui vont se déplacer à travers le monde parce qu'ils ne pourront plus rester dans leur pays. Et bien ça, c'est juste un début. C'est juste un début. Et si on ne sait déjà pas gérer les mouvements migratoires de 1 million de personnes à travers l'Europe, 1 million 500 000, j'ai pas vraiment les chiffres, mais si on ne sait pas gérer 1 million, comment on va gérer 10 millions? On va avoir des réponses que moi je vois venir, hein, qui sont des réponses que nous ont proposées déjà tous les plus grands auteurs de science-fiction des années 30 et 60. Eh bien, il va y avoir des villes dans la ville, des villes fortifiées, des murs, comme on en parle déjà un peu partout, au Mexique et même autour de la jungle de Calais. On est en France, et en France, on a un camp de réfugiés, c'est déjà complètement incroyable. Et autour de ce camp de réfugiés, on a érigé des barrières de 10 mètres de haut qui sont surplombées par des fils barbelés. On n'est pas au Soudan, on n'est pas en Afghanistan, on n'est pas aux États-Unis, on est en France. Et en France, ça nous arrive déjà en 2017 pour quelques dizaines de milliers de migrants. Il faut commencer à réfléchir tout de suite à une politique commune, globale, de ce projet global, rapidement, parce que, à nouveau, pour moi, c'est juste une triste et dramatique répétition générale de ce qui va nous arriver dans 20 ans. Donc ce sujet-là, il est plus que jamais d'actualité. Et même si la jungle de Calais a été rasée, il en reste des fantômes un peu partout en France. En fait, on est plus dans un thriller documentaire que dans un polar. Est-ce que tu as l'impression d'appartenir à un genre littéraire ou est-ce que tu te sens libre d'aller où tu veux? Entre deux mondes, c'est un test. C'est un test. Pendant 3 romans, pendant la trilogie Coste, du Capitaine Coste, c'est le policier de ma trilogie. Donc pendant les 3 premières aventures du Capitaine Coste, j'étais le flic qui écrivait des romans dans le 93. Je l'ai fait une fois, la deuxième fois je me suis installé, la troisième fois je me suis confirmé dans l'esprit des gens, dans cette case-là. Et je me suis rapidement dit que si je ne sortais pas de cette case, je resterais à vie le flic qui écrit des livres sur le 93. Donc continuer avec le Capitaine Coste, c'était vraiment à double tranchant et il fallait vraiment que je me sorte de là parce que je sais, moi, que si j'écris des polars, c'est parce que je suis flic et parce que les gens sont venus me voir en me disant « Tiens, t'es flic, écris-nous un polar ». Si j'avais été psy, on m'aurait demandé autre chose. Mais je suis comme tout le monde, j'ai plusieurs personnalités. Je suis flic, mais je suis aussi Olivier Norek, je suis aussi musicien, je suis aussi un ami, je suis un frère, je suis plein de choses. Donc je ne voulais pas rester dans cette case, donc c'est vrai que c'est un test pour moi de savoir est-ce que je suis l'auteur d'autre chose que des aventures de flic dans le 93. Donc en fin de compte, ce livre, c'est un baptême du feu, c'est un test.
Parce que, voilà, pour ceux que ça surprend, je préfère vous prévenir tout de suite. J'ai très envie d'écrire de la SF, j'ai très envie d'écrire des histoires d'amour, alors que je suis vraiment... Bon. Mais j'ai très envie d'aller vers ces trucs-là, parce que je veux pas me cantonner à des histoires de policiers, parce que, soyons honnêtes, 1800 polars qui sortent par an, et à chaque fois c'est la même chose. C'est un assassin, un flic, et à la fin le flic arrête l'assassin. Donc à chaque fois, c'est quasiment la même histoire. Et donc j'ai envie de raconter d'autres choses. J'ai envie de présenter de nouveaux personnages, de nouvelles vies, de nouveaux horizons. J'ai envie d'écrire une aventure en Alaska, par exemple. Bon, alors si déjà les gens me disent oui, tu sais, tu sors du Capitaine Coste, on s'y était habitué. Bon, je vais pas très loin, je passe du 93 à Calais. Bon, moi je veux déjà aller en Alaska, donc préparez-vous. Je voudrais être autre chose que le flic auteur du 93. Et donc à nouveau, ça, c'est mon test et je vais regarder avec ce livre si en fin de compte, les lecteurs m'y autorisent.